Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau focus virage mensuel qui sera axé donc sur la crise agricole. La crise agricole qui a défrayé la chronique tous ces temps-ci et ce n'est sans doute pas fini. En effet, le modèle agro-industriel mondialisé donne des signes évidents de mauvais fonctionnement et jusqu'à présent, les réponses qui sont apportées, en particulier dans notre pays, ne sont pas forcément tous dans le bon sens, c'est le moins que l'on puisse dire. Il existe pourtant des voies alternatives susceptibles d'aboutir à un système agricole et alimentaire durable et bas carbone, tant sur le plan socio-économique que sur le plan de l'environnement. Alors, pour exploiter ces différentes visions. Nous allons nous appesantir sur plusieurs rapports et publications récentes donc en relation avec ce thème de la crise agricole. D'abord, le rapport du HCC, le Haut Conseil pour le climat. Ensuite, 15 propositions de France Nature Environnement. Et enfin, un rapport sur les mesures miroirs, qui sont donc des mesures qui permettraient de limiter les problèmes de concurrence déloyale voilà, de la part de certains pays exportateurs vers l'Europe. Alors, le rapport du HCC sur le système agroalimentaire, donc c'est un euh, rapport qui a été publié en janvier 2024. Rappelons que le Haut Conseil pour le climat est un organisme indépendant qui est chargé d'évaluer l'action publique en matière de climat et de vérifier la cohérence de cette action publique en relation avec les engagements européens et internationaux de la France, en particulier l'accord de Paris. Le but étant final étant l'atteinte de la neutralité carbone en 2050 et le respect des budgets carbone de la France. Donc ce HCC a publié un gros rapport sur l'efficacité, la mise en œuvre et les impacts des politiques alimentaires et agricoles au regard des enjeux climatiques et des constats sur les émissions et l'empreinte du système alimentaire. Donc, ce rapport est publié dans un contexte bien connu, contexte de crise, où les agriculteurs manifestent pour des rémunérations décentes, un soutien aux secteurs les plus en crise et des conditions concurrentielles plus justes. Alors, le rapport débute par un état des lieux des émissions de GES du système agricole et alimentaire. Ensuite, il fait une revue des vulnérabilités et besoins d'adaptation du système. Il propose ensuite des options et scénarios possibles de transition et se clôt enfin par un examen critique des actions publiques visant à aboutir à un système alimentaire bas carbone et adapté au changement climatique. Le rapport porte plutôt sur le volet adaptation plus que sur le volet atténuation. Enfin, dans la pratique, on constate quand même que ces deux volets sont souvent extrêmement liés. Donc, on démarre par l'état des lieux qu'a établi le HCC. Les émissions de GES d'origine agricole en France. On voit que la majeure partie de ces émissions est liée à l'élevage et en particulier et de façon assez massive au l'élevage bovin, avec quasiment 38 millions de tonnes équivalent CO2 par ce simple élevage. Pour les cultures, un peu plus d'un quart de l'ensemble des émissions globales de l'agriculture, surtout l'utilisation des engrais et des amendements minéraux qui est source de fortes émissions. Par ailleurs, il y a la variation du stock de carbone dans les sols agricoles qui est liée souvent à le changement d'affectation des terres, la mise en culture de prairies, par exemple. Les prairies qui, par ailleurs, sont un puits de carbone, mais dont si ces surfaces diminuent, eh bien, elles joueront moins leur rôle par la suite. Et dernier point d'émission, ce sont bien sûr les consommations d'énergie fossile par les engins, les tracteurs, les moteurs et chaudières.
Ça, c'était les émissions au niveau de l'agriculture, donc la production primaire de produits agricoles, mais l'ensemble du système agroalimentaire va bien au-delà, puisque ensuite il y a la transformation de ces produits, la distribution, la restauration, la consommation et la gestion des déchets. Par ailleurs, le système est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des importations, aussi bien d'intrants pour alimenter, faire de la production primaire euh, et importation de produits agricoles et de produits transformés, et vice-versa, exportation de produits agricoles et d'un. Au niveau de l'empreinte carbone de l'alimentation, eh bien, un fait bien connu, c'est l'empreinte liée à la consommation de produits carnés, donc, qui atteint quasiment 40% de l'ensemble des émissions, suivi des boissons et du lait et fromage, qui représentent donc à ces trois postes la majeure partie des émissions. Et par ailleurs, on note l'importance du gaspillage qui représenterait un cinquième de la nourriture produite par an, 150 kilos par personne et par an. Par ailleurs, on parlait d'importation tout à l'heure, eh bien, dans l'empreinte globale liée à notre système alimentaire, il y a une part d'émissions territoriales et une part d'émissions importées. Ces émissions importées ont tendance à augmenter, alors que les émissions territoriales sont en légère baisse. Donc ici, vous avez une comparaison des situations entre 2010 et 2018. Donc le HCC émet toute une série de recommandations après avoir analysé donc les vulnérabilités sur lesquelles on ne reviendra pas de notre système. Il conclut qu'il existe de nombreuses options d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, mais que la structure et le fonctionnement de ce système est extrêmement rigide et ceci freine bien sûr l'adoption de nouvelles pratiques et ça verrouille la possibilité de changements, de transformations profondes qui sont pourtant nécessaires. Donc, si on veut agir de façon raisonnable pour une réduction ambitieuse des émissions de gaz à effet de serre et pour une adaptation suffisante de notre système, il y a nécessité d'une planification et d'investissement concertés pour que ce changement soit possible. Parmi les axes de développement qui sont possibles, il y a en particulier la formation, renforcer la capacité des acteurs par la formation, la recherche et l'innovation. La formation, c'est très important, et en particulier la formation des techniciens agricoles, des gens qui sont vraiment au contact et qui ont un impact important sur l'évolution des pratiques agricoles. L'autre, enfin, un autre axe extrêmement important, c'est l'architecture d'action publique et le renforcement de ces politiques publiques au service de la transition. Il faut absolument aboutir à une cohérence entre les différentes politiques, différents axes de la politique publique. Et en particulier, mettre en cohérence les politiques climatiques et les politiques agricoles et alimentaires. Dans les politiques climatiques, qui est l'architecture de la SFEC, de la stratégie française énergie-climat, qui recouvre la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie, le plan national d'adaptation au changement climatique, la loi climat et résilience, toutes ces politiques qui sont censées orienter l'action de la France en accord avec les accords de Paris, devraient être en cohérence avec les politiques agricoles et alimentaires, donc le PSN de la PAC, alors PSN, plan stratégique national de la politique agricole commune, donc l'application de la transposition de la PAC européenne à la France. Le PLORGA, donc c'est le pacte loi d'orientation pour le renouvellement des générations agricoles.
Le SNANC, par exemple, c'est la stratégie nationale pour l'alimentation et la nutrition. Il y a même des politiques régionales avec les plans alimentaires territoriaux. Donc toutes ces politiques devraient être mises en cohérence et qu'il ne devrait pas y avoir une vision par silo, en quelque sorte, entre ces différents aspects. Et dans le rapport du HCC, on cible quelques exemples. Donc, ici, vous avez l'exemple des émissions de méthane de l'agriculture. Donc, le rapport du HCC identifie plusieurs leviers qui permettraient d'atteindre cet objectif de réduction des émissions de méthane. Par exemple, la substitution des glucides dans les lipides insaturés dans les rations d'alimentation des bovins, la couverture des fosses de stockage des lisiers et autres fumiers, la réduction des effectifs allaitants, l'utilisation de races mixtes, etc. Alors tous ces leviers ont été également identifiés par le SGPE, donc le secrétariat général à la planification écologique, donc, qui est en charge de l'élaboration de la politique climatique, en particulier de la stratégie nationale bas carbone. Donc tout ceci est bien identifié par le SGPE. Par contre, quand on regarde le PSN, donc le plan stratégique national agricole, toutes ces pratiques ne sont pas citées, ne sont pas évoquées. Donc il y a un problème évident de cohérence entre les deux approches. Donc ça, c'était le rapport du HCC avec beaucoup d'enseignements, beaucoup d'informations, de, donc un document qu'il serait intéressant de lire attentivement. Et nous passons ensuite aux propositions de France Nature Environnement. Donc des 15 propositions pour l'agriculture plus durable et plus juste. Nous, en fait, on va constater que nous retrouvons beaucoup de mesures qui sont évoquées, ne serait-ce que notre scénario virage pour les Pays de Loire, enfin pour l'évolution de l'agriculture des Pays de Loire. Beaucoup de choses qui se retrouvent dans les scénarios de Solagro, donc After 2050, etc. Bon, c'est assez logique, je dirais qu'on a une certaine convergence de vues, on va dire. Donc là, la première axe de réflexion de FNE, c'est la protection du foncier agricole. Ça, c'est un problème extrêmement important. En effet, depuis des décennies, on, on assiste à une concentration des terres, disparition d'un nombre énorme de petites et moyennes exploitations et la disparition des exploitations moyennes ne se fait pas par un remplacement, mais par une absorption par de plus grandes entreprises agricoles. Euh, donc ça, il y a un côté protection du foncier qui est absolument nécessaire à, à promouvoir. Et par ailleurs, il y a également, il faut augmenter le nombre d'agriculteurs qui porteront des projets agroécologiques. Donc pour ceci, il faut lutter contre l'accaparement des terres, la concentration foncière. Là, ça peut être, enfin, ça peut se faire par l'intermédiaire de la mise en œuvre de structure de type portage foncier agricole, enfin, un peu à l'instar de ce que fait Terre de Liens, donc l'association Terre de Liens, qui facilite ainsi l'installation de nouveaux agriculteurs avec des éco-conditionnalités. Euh, il serait nécessaire de réorienter d'aider plus fortement les candidats porteurs de projets agroécologiques avec un conditionnement des aides qui favoriserait l'installation de ce type de pratiques. Il faut également favoriser l'installation de jeunes agriculteurs qui euh, ne sont pas forcément issus du milieu agricole. Enfin, il y a même un sigle pour les désigner, les NIMA, les non issus du milieu agricole.
et qui sont souvent, je dirais, qui ont souvent envie de faire de l'agroécologie et qui rencontrent beaucoup de difficultés, en particulier d'accès au foncier. Donc, il y a un rapport de Terre de Liens hein, qui est très intéressant sur les techniques de portage foncier que j'ai évoquées et qui permettent de faciliter l'accès à la terre pour les nouveaux arrivants. Ensuite, autre, un autre axe prôné par FNE, c'est la généralisation de l'agroécologie, dont l'agriculture biologique. L'agriculture biologique ne représente pas à elle seule l'ensemble de l'agroécologie, mais c'est une partie essentielle. Donc, bien sûr, bah, on va retrouver, je dirais, des facteurs bien connus des différents scénarios de type After 2050. Hein. On est assez cohérent. La sortie des pesticides de synthèse, enfin au moins leur très très forte réduction, la protection de la ressource en eau, le maintien et la reconquête de qualité des sols avec l'évolution des pratiques culturelles et également le développement de l'agroécologie, en particulier les techniques d'agroforesterie, le développement des haies, la non, la couverture des sols, etc., etc. Ensuite, d'un point de vue structurel, il faudrait favoriser les organismes nationaux à vocation agricole et rurale, les organisations paysannes, les ONVAR. Terre de Liens est un bon exemple d'ONVAR, de même que les CIVAM. Et ces organismes travaillent dans le bon sens et il faut les soutenir, puisqu'ils ne le sont actuellement. Et après, il y a une proposition, mais qui n'est pas développée, là, c'est le défendre au niveau européen un encadrement des NGT, donc des nouvelles techniques, les organismes avec les nouvelles techniques génomiques, au même niveau que les OGM. Les OGM, donc, là, il y a de la transgénèse ce qu'on recherche souvent chez les OGM, c'est le fait qu'ils soient résistants aux herbicides. C'est quand même la très grande majorité des OGM sont faits pour ça. Les NGT, là, le débat est un peu plus ouvert. On va pas l'ouvrir ici, mais il faut signaler qu'il y a eu un rapport de l'ANSES qui a été rédigé récemment, mais qui n'a pas été encore rendu public, et qui estime qu'il faut quand même des garde-fous pour la pratique de ces NGT. NGT, il y a des techniques qui ne sont pas uniquement liées à la résistance aux herbicides, mais il peut y avoir des adaptations au changement climatique, par exemple, pour développer la résistance à la sécheresse ou ce genre de choses. Mais là encore, ce sont des techniques sur lesquelles le principe de précaution devrait jouer à plat. Autre transformation, bah, c'est ce qui concerne l'élevage. Donc là, bah, je dirais, on retrouve le besoin de diminuer de façon raisonnée l'élevage et réduire la consommation de produits carnés, qui est quand même la voie royale, si j'ose dire, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Donc, euh, il faut sortir de la logique de l'élevage industriel et soutenir l'élevage paysan et accompagner la réduction de la consommation de viande qui ne va pas se faire en culpabilisant un peu inutilement le consommateur, mais avec l'application d'une véritable politique publique qui prend en compte tous les aspects du problème, pas uniquement, je dirais, nutritionnels, mais également sociaux et économiques. Euh, Nouvelle transformation, la reconnexion de l'agriculture et de l'alimentation avec leur territoire. Donc là, il y a vraiment un besoin de rendre les territoires plus résilients en rapprochant, je dirais, la production alimentaire des territoires.
Donc là, on va retrouver des choses déjà bien connues, hein, l'alimentation en circuit court et de proximité, le rôle que peut jouer la restauration collective et qui, pour l'instant, n'est pas encore à la hauteur. Euh, L'accès à permettre un accès digne de tous et toutes à une alimentation durable et saine. Donc là, il y a peut-être des expérimentations à faire avec une idée qui n'est pas encore tout à fait, je dirais, mature, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Euh, D'ailleurs, au passage, on peut se poser des questions sur la crise actuelle du bio qui est liée à des problèmes de coûts, mais également des problèmes liés à la grande distribution. En effet, là, j'ai un petit aparté hein, sur les coûts du bio. Le rapport de FNE fait allusion à une étude de Que choisir de 2017 qui avait fait une étude sur le différentiel des prix entre un panier de fruits et légumes conventionnels et un panier des mêmes fruits et légumes en bio. Et alors certes, dès le prix payé au producteur, il y a une différentiel de prix importante avec le conventionnel pour le bio. C'est plus cher, ça, c'est clair. Mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a une marge brute qui est donc la marge du distributeur, qui est beaucoup plus importante pour le bio. Donc il y a et ça rajoute bien sûr un surcoût complémentaire, une surmarge au coût du bio. Donc il serait nécessaire d'agir sur la grande distribution pour réduire ce différentiel et donc refavoriser un peu le bio. Et enfin, dernière proposition, c'est la question des accords de libre-échange qui imposent une concurrence déloyale aux agriculteurs. Et ça nous fait donc une transition toute trouvée avec le dernier rapport que je vais évoquer. C'est donc le rapport de la Fondation pour la Nature et l'Homme, l'Institut Veblen et Interbev, qui est une organisation interprofessionnelle sur la mise en place de mesures miroirs qui pourraient constituer un levier clé pour la transition agroécologique en Europe. Donc là, on parle, je dirais, de souveraineté alimentaire. Alors, souveraineté alimentaire, c'est un concept qui peut être un peu dévoyé, puisque à l'origine, ça a été soutenu par Via Campesina, donc l'agriculture paysanne, qui définissait comme le droit de chaque pays à maintenir et développer sa propre capacité de produire son alimentation de base en respectant la diversité des cultures et des produits. Donc c'est un côté liberté d'un pays à définir son degré de dépendance par rapport au commerce international, donc pouvoir miser sur sa propre alimentation. Et il est certain que c'est un axe sur lequel il faut absolument agir pour permettre une transition agroécologique correcte. Or, ce n'est pas tout à fait la politique suivie actuellement par l'Union européenne, puisqu'il y a une extension des accords de libre-échange à la quasi-totalité de la planète. Euh, Ici, vous avez une cartographie qui indique les accords en place déjà en rouge, donc par exemple avec le Canada, avec l'Afrique du Nord, ce genre de choses. Euh, il y a des accords en cours d'adoption en bleu, et parmi lesquels le Mercosur, hein, l'Amérique du Sud. Euh, le Parlement européen vient de ratifier le traité de libre-échange avec le Chili. Là aussi, un impact agricole bien connu. Donc, dans ces accords de libre-échange, il peut y avoir des problèmes de différence de traitement euh, des normes entre les pays exportateurs et les pays importateurs. Euh, alors, par ailleurs, l'Union européenne a une stratégie qui a été développée dans la législature actuelle et qui est quand même très ambitieuse et qui est maintes fois remise en question par
parce que justement ambitieuse, avec la réduction de 50% des pesticides, des phytosanitaires, réduction des pertes en nutriments, de la pollution des sols, lutte contre l'antibiorésistance pour les animaux d'élevage, développement de l'agriculture biologique pour atteindre un quart des surfaces utilisées. Donc un pacte vert ambitieux. Et ce pacte vert bah, est remis en question en fait par les importations qui se font et qui peuvent mettre en danger nos productions. Donc le principe des mesures miroirs, c'est de conditionner l'accès des données importées dans l'UE au respect de certaines normes essentielles de production européenne, donc pour les aspects sanitaires, sociaux, environnementaux ou même de bien-être animal. Donc là, c'est une condition sine qua non pour atteindre les objectifs du pacte vert. Si ces mesures miroirs étaient adoptées, elles permettraient également de moraliser, entre guillemets, les pratiques des pays tiers qui commercent avec nous, avec l'Europe. Et ça permettrait également d'élever le niveau des normes internationales à l'échelle mondiale. Alors le problème, c'est que pour imposer ces mesures vertueuses, bah, on a quand même intérêt à être vertueux nous-mêmes. Or, il y a un problème de cohérence entre les politiques européennes nationales d'export et d'import. Par exemple, l'UE continue d'exporter certains biens dont la commercialisation a été interdite dans l'UE. En particulier, il y a des pesticides dont l'utilisation est interdite depuis belle lurette en Europe et qui continuent à être exportés, donc à être utilisés par d'autres pays qui éventuellement réexportent leurs produits avec des résidus de ces pesticides chez nous. Par ailleurs, bah, on n'est pas forcément blanc-bleu au niveau européen, au niveau de la politique d'export. Il est bien connu que les exportations de poudre de lait et de découpe de volaille européennes vers les pays d'Afrique subsaharienne ont largement contribué à déstabiliser l'agriculture vivrière de ces pays et donc à déstabiliser la paysannerie avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Donc il faut vraiment il y aurait avoir une législation qui permette d'avoir du commerce éthique avec le reste du monde et également de, s'assurer que nos mesures miroirs seront conformes aux droits de l'OMC, donc de l'Organisation mondiale du commerce, on peut être poursuivi devant l'OMC pour pratique. Alors, dans le rapport de FNH, il y a des études de cas, en particulier donc, la viande bovine. Donc, le bœuf, 25% de la viande bovine est importée en France. euh, et 12% de ces 25% viennent du Royaume-Uni et 73% d'Europe. Sauf que dans ces importations d'autres pays d'Europe, on peut retrouver en fait de la viande qui a été importée du Mercosur et qui se retrouve en Hollande ou en Allemagne, hein, et qui est ensuite réexportée en France. Et alors, quels sont les problèmes qui peuvent se rencontrer pour cette filière? Bah, au niveau des pratiques de production, dans le Mercosur, vous avez des cheptels qui atteignent parfois plus de 20 000 têtes de bétail, alors qu'on est à 69 en France en moyenne. On pratique assez largement l'usage d'antibiotiques promoteurs de croissance, alors que ceci est une pratique interdite depuis 2006 en Europe. Et par ailleurs, il y a une traçabilité de la viande qui est très sujette à caution dans les États du Mercosur.
Et donc, il peut y avoir des importations de viande qui viennent de régions à déforestation. Or, ceci est normalement prohibé avec les derniers règlements de l'Union européenne sur l'interdiction de produits en provenance de zones à déforestation. Alors qu'en France, enfin disons en Europe, la traçabilité des produits est dans l'ensemble fort bien gérée. Donc ces différences de pratiques de production entraînent des problèmes de distorsion de concurrence, des coûts de production qui sont plus élevés. Pourquoi plus élevés? Parce que la mise en œuvre de réglementations spécifiques européennes génère des coûts complémentaires. Euh, éventuellement des chutes de rendement. Par exemple, si on n'utilise pas euh, d'antibiotiques promoteurs de croissance, euh, un recours à des technologies plus chères. Et donc, rien que pour ce poste, ça fait un surcoût au niveau de l'Europe de 3 à 8% par rapport à des importations d'Amérique du Sud. Donc là, l'adoption de mesures miroirs permettrait d'interdire, en fait, de chasser ces importations avec des techniques de production qui ne devraient pas être utilisées. Et donc, ça permettrait de réduire la différentiel de coûts entre l'Europe et le reste du monde. Cela dit, bon, ce n'est pas le seul problème. Il y a tout un ensemble de surcoûts spécifiques à l'Europe. Par exemple, des coûts salariaux sans doute plus élevés qu'ailleurs. Mais enfin, ça serait déjà une mesure tout à fait intéressante pour réduire la distorsion de concurrence. Un autre cas intéressant, c'est le soja. Là, la dépendance de l'UE aux importations est pas totale, mais enfin, elle est extrêmement importante. Euh, Au moins 85% de la consommation de soja en Europe est liée aux importations. Il n'y a plus de droit de douane européen pour ce produit depuis 1962. Et or, 90% du soja qui est cultivé en Amérique, enfin Brésil ou États-Unis, sont des OGM. Et donc OGM non autorisés en Europe, mais on peut les importer pour nourrir le bétail en particulier. Dans le soja OGM, le principal intérêt, c'est, entre guillemets, c'est de pouvoir utiliser à fond les pesticides, puisque les soja OGM sont résistants aux herbicides. Et donc au Brésil, bah, il y a 200 substances pesticides qui sont utilisables pour ce produit, dont moins de la moitié autorisée en Europe. Donc il peut y avoir bien sûr des résidus de pesticides tout à fait considérables. Et par ailleurs, donc la culture du soja a largement contribué à la déforestation de l'Amérique du Sud. Et une fois qu'une terre enfin d'une forêt est transformée en savane, eh bien ça ne tombe pas sous le coup de l'actuel règlement européen de lutte contre la déforestation importée. Donc on peut importer le soja de ces deux zones qui ont été déforestées. Par ailleurs, étant donné qu'on ne veut pas bloquer les importations, parce qu'il y a de la demande, l'Union européenne accorde régulièrement des tolérances sur les taux de résidus retrouvés dans les produits. Par exemple, les résidus de glyphosate sur le soja, la teneur est 200 fois plus élevée que sur la plupart des autres cultures. Donc, quand on compare l'ensemble de ces pratiques culturelles
à ce qui se fait en Europe. Donc, il y a une petite production autochtone de soja en Europe, mais par rapport aux pratiques d'Amérique du Sud, il y a des coûts de production qui sont plus élevés, rien que pour cet aspect sanitaire et environnemental, de l'ordre de plus 5 à plus 9%. Donc, c'est quand même assez considérable déjà. Voilà. Donc, j'en ai fini pour la présentation de ces rapports. En conclusion, ben, on pourrait dire que si on veut réellement aboutir à une souveraineté alimentaire correcte, avec le respect des objectifs climatiques, ben, il faut sortir de la dépendance de l'agro-industrie aux importations, ou au minimum les réduire très fortement, pousser très loin le curseur de l'autonomie alimentaire des territoires. On ne vise pas l'autarcie, qui est pas forcément souhaitable, mais augmenter notre résilience, sortir des traités de libre-échange, ou au moins les agrémenter de mesures miroirs, donc lutter vraiment contre les distorsions de concurrence, en particulier sur le plan sanitaire et environnemental, assurer un revenu correct aux producteurs, et qui peuvent éventuellement passer par la rétribution de services agroécologiques. Mettre vraiment en œuvre la transition agroécologique qui est seule à même de préserver nos capacités productrices dans la durée. Et ici, bah, vous trouvez les références des différents rapports que j'ai cités pendant cet exposé. Je vous remercie. À bientôt.